Bonjour à toutes et à tous, c'est Zoé Narneuf de Call Me Problematic, votre émission de divertissement éveillé qui traite de sujets de pop culture ou de culture populaire en reprenant des codes de télé-réalité. Aujourd'hui, on se retrouve dans un podcast avec Sébastien de la chaîne YouTube Surimpression. Allez la regarder, c'est vraiment chouette, on apprend plein de trucs. Pourquoi avoir contacté Sébastien ? Tout simplement parce qu'on a regardé une de ses vidéos qui s'appelle Idéopop Manifeste, entre parenthèses, idéologie et culture populaire, et que ça nous a beaucoup aidé pour réfléchir aux différences entre pop culture et culture populaire. Ce sont donc ces deux concepts que nous explorerons dans ce podcast, ainsi qu'une multitude d'autres, parce que Sébastien est quelqu'un de très pédagogue. J'espère que ce podcast vous plaira, et je vous souhaite une bonne écoute. Bon, eh bien, bonjour, Surimpression, ou est-ce que tu préfères qu'on t'appelle par ton prénom, du coup, c'est toi qui vois. Tu peux m'appeler Sébastien. Ok, donc bonjour Sébastien, et puis merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps à nous, l'équipe de Call Me Problématique que je représente aujourd'hui. Bon, déjà, pour commencer ce petit podcast, on voulait savoir un peu ce que tu faisais dans ta vie, si tu pouvais te présenter un petit peu, voilà. Ouais. Moi, dans la vie, en ce moment, je suis médiateur culturel. Donc, ça veut dire que je fais de la médiation. Donc, je travaille dans un établissement qui est à Deauville, Ok. qui s'appelle les Franciscaines, et qui est un endroit où il y a un musée, il y a toutes sortes de choses, une médiathèque. Donc voilà, ça c'est la partie un peu métier. Mhm. À côté de ça, là j'étais étudiant cette année. Ouais. Voilà. Et puis du coup, je suis pas très à jour, mais je fais des vidéos quand je trouve le temps, pour faire un peu finalement la même chose, mais dans une forme différente. Ouais, donc toujours de la médiation, c'est un peu ton fil rouge finalement. C'est un peu ça. Ok, et puis c'est d'ailleurs par ça qu'on t'a connu, sur YouTube, puisque nous quand on a fait tout notre état de l'art pour notre émission de divertissement qui s'inspire de codes de télé-réalité, on voulait avoir des sources sur la culture pop et la culture populaire et un peu dénouer tout ce sac de nœuds finalement. Qu'est-ce que c'est que la culture pop ? Qu'est-ce que c'est que la culture populaire ? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Est-ce que tout ça, ça se rejoint finalement ? Et en fait, on a trouvé ta vidéo tellement éclairante que on s'est dit, ce serait trop bête de pas se rencontrer et de pas faire quelque chose ensemble. Donc voilà, c'est un peu... Merci beaucoup. Mais de rien. Et du coup, voilà, on voulait un peu revenir avec toi sur toutes ces notions, en fait, de pop culture, de culture populaire. En fait, est-ce que toi, t'aurais une définition, justement, de la culture populaire ou pas vraiment, en fait ? Oui, c'est toute la question. Ouais. J'ai beau avoir fait une vidéo dessus, je suis toujours pas sûr d'avoir répondu à la question. Du coup, oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Déjà, savoir ce que c'est que la culture, c'est déjà tout un programme. J'ai noté là un petit condensé, une version que moi je préfère retenir, une exception la plus large possible, plutôt anthropologique. C'est l'ensemble des manières de vivre et de penser d'un groupe social. Ouais. Et à partir de là, voilà, donc on a une culture dans un sens bien large. Ouais. Donc il faut forcément identifier un groupe social si on veut identifier la culture qui lui correspond. Donc ça va poser déjà des questions aussi. Et pour le populaire, c'est pareil. Là, c'est un mot. Pop culture, donc bien sûr, c'est plutôt anglais et ça n'a pas le même sens popular qu'en français, donc pareil. Et c'est quoi la différence que tu fais justement, qu'on fait globalement dans ces deux acceptions ? Ouais, je pose des cols, je suis désolée. C'est une bonne question. Je pense qu'en fait, en français populaire, on a plus l'idée du peuple dans le sens plèbe que peut-être on n'a pas en anglais, où c'est popular, vraiment comme quoi le genre de foot populaire du lycée. Ouais, c'est plus peut-être dans le sens aimer massivement ou consommer massivement en fait. C'est comme ça que je le vois, j'ai l'impression qu'en anglais ce serait ça. Je suis pas natif non plus, mais voilà. Et du coup là pareil, j'ai retenu, est-ce qu'on rentre direct dans le vif du sujet du coup Vas-y, fonce. j'ai essayé de retenir un peu trois définitions de populaire par opposition en fait à d'autres termes pour essayer un petit peu de visualiser. Pour moi, il y aurait d'un côté un truc un peu sociologique où ce serait culture populaire versus culture légitime. Donc ce côté un peu il y a une culture d'élite
qui a une place de privilège dans notre société. Ouais. Et en fait, tout ce qui n'est pas légitime, voilà, ça sort de ça et ce serait du coup populaire. Bon, voilà, on pourra aller plus loin après, mais ensuite il y aurait quelque chose un peu qui vient un peu de l'ethnologie, art et tradition populaire. Ça te rappelle sans doute quelque chose. Moi je pense aussi là plus au niveau de la création, la différence entre populaire et savant, quand on parle d'art populaire et d'art savant. Donc là ce serait plus du côté de qui crée. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été éduqué, et surtout éduqué avec des grands guillemets, selon des canaux d'éducation bien reçus, quoi. Donc, encore une fois, c'est toujours un peu légitime, quoi. Toujours opposition légitime, illégitime. Et enfin, une autre définition qui essaierait de se porter plutôt sur qui reçoit cette culture, qui consomme cette culture. Et donc, arriver à définir, pour le coup, là, l'acception un peu plèbe, genre, peuple versus élite, genre littéralement, pour le coup, une catégorisation du groupe social dont on parle. Et là, déjà, avec ces 3 axes, on peut partir dans tous les sens. Ouais, c'est vrai, on peut partir dans tellement de chemins différents que c'est un peu abyssal. Mais ce qui revient quand même, j'ai l'impression, c'est qu'il y a toujours le mot légitime. Et il y a quand même cette notion d'élite qu'on retrouve un peu partout et qui construit quand même justement cette notion de culture ou d'acception culturelle en fait. Mais finalement, il y aurait des objets culturels qui seraient plus facilement reconnus en tout cas par nos pairs et d'autres qu'on considérerait pas comme de la culture. Et ça, c'est un peu quelque chose qu'on a vécu, nous, en tout cas, au départ, quand on voulait faire une télé-réalité. On s'est retrouvés face à des réactions un peu violentes. Et est-ce qu'il y a des explications à ça, tu penses ? Finalement, qu'est-ce qui fait qu'un objet culturel est plus légitime qu'un autre ? Alors ça... qu'est-ce qui fait que c'est plus légitime ? C'est qu'à un moment donné, il doit y avoir... pour moi, c'est... comment dire ? Il y a un groupe social qui va définir ce qui est légitime, ou on peut l'appeler de plein de noms différents. Est-ce que c'est une classe ? Est-ce que c'est plus complexe que juste une classe sociale bien précise ? Ça, on peut pas... voilà, en tout cas, j'ai envie de dire, Bourdieu dirait que c'est ceux qui détiennent le capital culturel. Maintenant, c'est marrant, parce que cette expression, j'y ai repensé. Je me disais, en fait, ça voudrait dire... Mais je pense que lui, il a une conception un peu élitiste, justement ça. Et du coup, il y a genre... pour moi, il y a un capital... si on prend vraiment encore cette expression, pour moi, il y a aussi un capital culturel du côté de l'art populaire, de la culture populaire. Sauf que je me suis dit, en fait, c'est comme si c'était un capital dans une monnaie, une devise qui serait genre différente et dévaluée par rapport à la devise dans laquelle les gens qui ont le capital culturel légitime ont, quoi. Dans le sens où... finalement, quelqu'un qui a le capital culturel légitime, et éventuellement, il ou elle peut faire un pas vers le capital culturel qui serait populaire, mais l'inverse est difficilement possible. En gros, on peut imaginer quelqu'un, de France Culture qui va faire un beau commentaire d'un morceau de rap, mais il faudrait pas que ce soit dans l'autre sens. Je sais pas comment dire. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est une forme d'appropriation d'un pan d'une culture populaire, en fait, qui est fait par les élites et qui légitimise un peu, finalement, cette culture. Le rap, franchement, ça marche très très bien, cet exemple, parce que voilà, quoi, autant que c'est une élite qui fait un commentaire sur un morceau de rap, ça va être accepté, mais si c'est des gens qui le pratiquent ou qui en parlent et qui viennent pas de cette élite, c'est pas considéré, en fait. C'est pas pris au sérieux toujours. Et c'est vrai que c'est assez frappant, cette forme d'appropriation, finalement. En tout cas, le rap, au départ, c'est vraiment quelque chose qui vient... j'allais dire de la rue, pas forcément, mais si, quand même un peu. Et en plus, il y a d'autres exemples, en fait, comme ça, de pans de culture qui ont été récupérés ou appropriés par des élites. C'est surtout, je pense que les canaux de communication qui nous permettent... qui nous permettent de réfléchir ensemble sur tout un tas de sujets, que ce soit la radio, la télé, tout, en fait, ils viennent d'un endroit bien précis. Et c'est des gens qui viennent de certains milieux. Donc c'est quand même super rare,
autrement qu'en en parlant avec les gens directement. C'est super rare d'entendre parler du rap en allumant, enfin je veux dire en allumant son portable par quelqu'un d'autre que quelqu'un de l'élite en fait, culturel en tout cas. Donc du coup c'est toujours les mêmes personnes qui parlent de la culture savante comme de la culture populaire. Donc forcément qu'il y a un biais et je crois que c'est un peu c'est là que vous êtes tombé avec ton équipe quoi, c'est que forcément vous étiez à l'université donc c'est ça, on aurait dû se lancer. En même temps c'est ça qui nous a forgé, j'ai envie de dire, je sais pas, mais qui nous a donné encore plus envie de creuser et d'aller jusqu'au bout des contradictions. Justement, je me suis posé la question sur la télé-réalité, même si je suis pas du coup un grand connaisseur, mais parce que il y a un article du coup dont je parle, qui m'a beaucoup servi dans la vidéo justement d'Idéo Pop sur la culture populaire. Et en fait, c'est Yann Battens. C'est un article qui s'appelle La culture populaire n'existe pas. Et justement, du coup, il dit pas du tout ça, c'est un nom un peu accrocheur, mais voilà. Et en fait, à un moment donné, il explique, du coup, je l'ai noté pour essayer de m'en souvenir, qu'il y a des traits en fait de la culture populaire qui sont particulièrement insupportables pour, en gros, la bourgeoisie ou l'élite, on peut l'appeler un peu comme on veut. Il y a 3 choses que lui, c'est pas lui qui les a inventées, mais qu'il a pointé. Il y a le refus de la distance, ce qu'il appelle le refus de la distance. En gros, la culture populaire serait souvent un ensemble de pratiques où il faut absolument participer. Il faut s'imprégner, il faut limite se donner à la limite de s'oublier pour le groupe, pour le collectif. Donc c'est quelque chose qui est insupportable pour l'élite, surtout que très souvent dans leur tête logique, ils se disent si le groupe commence à rentrer en cohésion, on va avoir un problème, donc il vaut mieux pas. Ensuite, il y a la dimension du corps, et non seulement du corps, mais aussi du plaisir, la recherche de plaisir. Et pareil, il l'oppose à la culture d'élite, où en fait, l'idée, c'est surtout pas d'avoir du plaisir. Et tu comprendras l'idée, parce que tu as fait l'école du Louvre, et du coup, moi aussi. C'est très bien, on apprend des belles choses, mais il y a quelque chose de très statique en fait. On n'apprend pas du tout à prendre du plaisir en regardant les œuvres. Et je m'en suis rendu compte que récemment, de me dire, mais pourtant on finit par l'avoir ce plaisir. Oui, mais c'est quelque chose de très peut-être froid et très, très intellectuel finalement comme rapport. Il ne faudrait surtout pas faire un commentaire émotionnel, quoi. Complètement. Il n'y a pas question, quoi. Donc voilà. Et le 3e point, c'est que les objets de l'art ou de la culture populaire sont souvent pauvres, entre gros guillemets, d'apparence. Ils ont l'air simples, basiques, ou du point de vue en tout cas de l'élite. Et c'est d'autant plus flagrant que ces objets sont très simples, mais énormément chargés de signification dans la culture populaire. Alors que normalement, dans la culture d'élite, il faut que l'objet soit extrêmement complexe visuellement, qu'il ait l'air de venir d'un travail très dur. Bon, et après, par contre, il y a des significations, c'est un objet qui est soit beau à voir, soit utile, mais voilà, c'est tout. Voilà, donc c'est un peu les 3... pourquoi je disais ça? Mais non, mais c'est marrant que tu dis ça, parce que ça me fait penser à un article qu'on avait étudié en synthèse l'an dernier de Lawrence Levin, je crois, c'est un article du Monde, mais qui était tiré d'un livre qu'il a écrit qui s'appelle Culture d'en haut, culture d'en bas, il me semble. Et du coup, dans ce livre, il expliquait que au départ, les pièces de Shakespeare, elles étaient jouées dans la rue, en fait, et que petit à petit, c'était justement... Shakespeare était devenu quelque chose de très élitiste. On comprenait plus, les gens ne participaient plus avec les acteurs, puisqu'au départ il y avait vraiment toute une interaction spectateur-acteur, et que petit à petit ça avait complètement cessé, et que maintenant c'est vrai que si on dit on va au théâtre voir Hamlet, on se dit mais attends, ça dure super longtemps, je vais rien comprendre, c'est pas la même langue. Bon, effectivement il y a une différence temporelle qui joue aussi, mais c'est vrai que ça a complètement perdu son côté populaire, et populaire dans le sens plèbe, et dans le sens interaction, dans le sens sensuel et sensoriel aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres supports culturels. Par exemple, là je repense à la télé-réalité, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Les gens vont au contact, il y a de l'amour, il y a de l'émotion, il y a de la colère, il y a plein de choses comme ça qui reprennent un peu finalement les 3 points que tu abordais précédemment.
et qui font peut-être... qui contribuent peut-être à faire penser aux gens que ça fait partie d'une culture populaire, finalement, je ne sais pas. Hein. Alors, j'avais pas du tout pensé à Shakespeare, et c'est vrai que c'est un rapprochement excellent, parce que... oui, ce truc, en plus, c'est quand même truffé de blagues hyper graveleuses. Mais oui, c'est ça. Et elles sont complètement perdues. Alors, en études anglophones, les gens le savent. Ouais. mais effectivement, aujourd'hui, personne ne se dirait, je vais aller voir Shakespeare, rire à des blagues du niveau de Patrick Sébastien, quoi. Ouais, c'est ça. Et effectivement, du coup, c'est vrai que ça marche bien, ça rend plutôt bien dans ce modèle-là. Mais même, c'est marrant, parce que je pensais justement à... Encore une fois, si on repense à culture en tant que manière de vivre, dans le sens le plus large, je me suis rendu compte tout à l'heure, parce que bien sûr je suis venu en train, et dans le train je me suis rendu compte qu'on se comporte d'une façon hyper codifiée, et qui n'est pas notre façon naturelle de nous comporter. Ouais. Il faut être absolument silencieux, c'est chacun dans son coin, il serait hors de question de parler à des inconnus, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça c'est une manière hyper bourgeoise de se sociabiliser, de se socialiser. C'est un peu comme quand on va au théâtre, mais version bourgeoise, pas version Shakespeare, ou à l'opéra, où il faut vraiment se tenir à carreau, que tout le monde est assis, personne n'est debout en train de manger, comme dans les temps plus anciens. Et sachant que, je sais pas, les mêmes personnes, on les verrait au marché, ou dans d'autres situations, ou à une fête, ou quoi, ce serait un comportement complètement différent. Parce que là, ils sont chez eux, et du coup, ils peuvent utiliser leur code... de leur groupe, mais je me disais finalement dans les transports en commun on a complètement dû adopter un certain comportement qui est hyper guindé en fait. Et du coup je pensais à la fosse dans le théâtre du Globe, quoi. Les gros concerts les pogos c'est vrai qu'il y a vraiment mais pareil, on imagine mal un pogo sur un concert de musique classique. Déjà le cadre est complètement différent, chacun a sa place, on est assis. C'est une expérience qui est vraiment différente d'un concert de rap, de rock, de n'importe quoi. Et c'est encore la mise à distance dont parle Mattens, quoi. C'est vraiment... il faut que je sois déconnecté. Déjà, la mise à distance de mon propre corps, de mes émotions, des sensations, et en plus, mise à distance par rapport à l'objet de consommation de culture. Et oui, du coup, avec la télé-réalité, c'est ça, je me suis posé la question, j'ai fait un peu le jeu, je me suis dit... Pourquoi est-ce que c'est si insupportable ? Donc encore une fois, c'est un objet culturel insupportable pour l'élite, culturelle en tout cas. Parce que pareil, même les fantasmes sur qui participe aux télé-réalités, et les fantasmes ou la fétichisation sur qui va les regarder ces télé-réalités. J'ai pas vu d'enquête sociologique, donc j'attends de voir. Parce que justement, on a cherché aussi des cautions universitaires un petit peu. Et elles sont très rares. La télé-réalité, en tout cas en France, ça intéresse très peu les universitaires. Ou alors, c'est pour critiquer. Ouais, bien sûr. Voilà. Parce que... Mais c'est facile de critiquer finalement des objets de culture populaire quand on vient de l'université. C'est pas très compliqué, je pense. Donc, oui, c'est surtout, encore une fois, cet article-là, la culture populaire n'existe pas, il est hyper intéressant parce qu'il repasse en revue l'histoire des études culturelles, Cultural Studies, et il y a vraiment ce truc où à chaque fois les universitaires ont oscillé, ceux et celles qui ont vraiment pris la voie de non mais en fait c'est bon, juste on peut l'étudier en tant que tel, qui était pas du tout, qui essaie le moins possible d'être critique ou le moins possible d'avoir cette posture là, ils ont réussi à le faire et ils le font encore. Et à côté de ça, il y a tout un pan toujours de l'université qui se dit... Alors ce qu'il explique, c'est qu'apparemment, souvent, les gens vont se dire non, mais c'est un peu populiste. Alors déjà, la culture populaire est plus ou moins elle-même un produit populiste, mais même la posture du chercheur ou de la chercheuse qui consisterait à l'étudier est une posture populiste. Et en même temps, on peut être critique aussi, parce que il y a toujours cette fétichisation dans les deux sens, qu'on se dise... c'est ça, c'est genre soit on fétichise l'ouvrier, l'ouvrière, dans un sens positif, soit on se dit non, c'est décérébré, ou je sais pas quoi. Mais du coup, alors pour revenir à la télé-réalité, quand je me suis dit bon, alors qu'est-ce que c'est ? Et je me suis dit par exemple, normalement on est dans une maison, ça change bien sûr, mais on est dans un intérieur et c'est un espace de socialisation, du coup qui est peut-être
particulièrement populaires. Mhm. C'est-à-dire plutôt que le café, le concert, le resto, le théâtre, qui sont des espaces de socialisation plus bourgeois, même si évidemment ça s'étend, ça se démocratise entre guillemets, mais a priori c'est plutôt ces modes-là normalement qui sont des modes de socialisation bourgeoise. Et ben du coup je me disais peut-être que là le problème c'est on est dans une maison, donc voilà, c'est intrinsèquement populaire. Et après au-delà de ça, effectivement, tout ce que tu dis sur le truc des émotions, etc. Ouais, puis trop intéressant. Et j'y avais jamais pensé à ça, le fait d'être dans une maison. Et surtout que la plupart du temps, on va pas se le... Enfin bon, c'est souvent des villas qui sont un peu kitsch, qui ont des décorations fluo, ou des choses qu'on va attribuer esthétiquement à une certaine classe sociale. Et donc, en fait, tout est fait pour que finalement on attribue des codes à des personnes alors qu'on sait même pas leur background, en fait, on sait pas d'où elles viennent. Et ouais, trop intéressant. Mais j'étais vachement renseignée sur le sujet de la télé-réalité, en fait. Je me suis pas renseigné, mais bon, en fait, ça m'est déjà arrivé dans... Enfin, après, ça dépend, j'imagine que l'acception est hyper large, il y a plein de choses qu'on pourrait appeler des télé-réalités. Ouais, complètement. Oui, bah, de toute façon, j'ai grandi dans les années 90, donc je suis forcément tombé dans une télé. T'es tombé dedans, quand on était petits. Tout à l'heure, on parlait des médias et de la radio, de la télé, mais nous, ce qui nous concerne aussi, c'est YouTube. Et dans le cadre du projet qu'on fait, en tout cas, nous, on est aussi sur TikTok et sur Instagram. Et c'est vrai que avec ces nouveaux médias, enfin nouveaux plus ou moins, on a l'impression qu'on a une plateforme d'expression qui est plus libre. Est-ce que toi, en tant que créateur de contenu, c'est quelque chose que tu ressens aussi, ou que tu as ressenti un moment et que tu ne ressens plus maintenant? Enfin, comment ça se passe un peu de ton côté? Moi, je l'ai vraiment fait à une échelle microscopique quand même, et je suis pas énormément rentré pour l'instant dans vraiment la publicité, l'autopublicité et tout ça. Donc oui, c'est forcément libre parce que, oui, évidemment, a priori, j'ai pu dire ce que je voulais comme je le voulais. Après, j'en sais rien, peut-être que si j'étais plus connu et si j'étais plus sur les réseaux, peut-être que ça changerait, mais là, je pourrais pas trop me prononcer. Ouais. Ça, c'est mon expérience personnelle, mais après, j'ai l'impression, je serais plutôt d'accord, je pense que c'est pareil un peu pour tout le monde, après. Ouais, que c'est de nouveaux moyens d'expression qu'on peut valoriser, en tout cas, pour faire passer nos opinions. Et ça, c'était d'ailleurs quelque chose qui ressortait pas mal dans tes vidéos, au niveau des opinions et de l'engagement, et du fait que finalement tout ce qui nous entoure, et la culture particulièrement, est politique et a des implications politiques. Et nous, c'est quelque chose qu'on savait évidemment. En travaillant dans le milieu culturel, on s'en rend forcément compte. Mais ça nous a pas fait de mal de nous en rappeler avec ce projet finalement, en faisant tout notre état de l'art sur le rap. On se rend compte que c'est quelque chose d'éminemment politique, et voilà, ça faisait vraiment un écho avec tout ce que tu disais, et ça rencontrait vraiment bien tes propos. C'est parfait, c'est une bonne rencontre. Ouais, la bonne rencontre. C'est vrai que c'est un truc qui me tenait à cœur. C'est surtout pour ça que j'ai créé cette chaîne au départ. J'en avais marre en fait de voir des commentaires sur la culture au sens très large sur YouTube en français qui n'allaient pas forcément entre guillemets se mouiller. En faisant des commentaires qui vont pas très loin à mon sens, parce que voilà, comme tu le dis, c'est politique, puisque la culture elle existe dans une société, et voilà, on vit dans une société. Donc, voilà. On est dans une saucisse. et ouais, complètement. Et oui, est-ce que y a toi, tu as des références particulières dans la pop culture, notamment, où tu as découvert petit à petit qu'il y avait des idéologies politiques qui se cachaient derrière, ou pas trop, ou c'est quelque chose que tu découvres au jour le jour en ce moment même, je sais pas. J'arriverai pas à dire s'il y a vraiment une œuvre qui a été le déclencheur de ça, mais peut-être, maintenant que j'y réfléchis, peut-être que ça m'est arrivé la première fois, et bizarrement, c'était Harry Potter quand j'étais gamin, quand j'étais au collège, et que évidemment qu'on voit le fascisme,
dans les Mange-Morts. Voilà. Surtout qu'il se trouve que ça coïncidait avec le fait que j'étais genre en 4e ou en 3e et que du coup c'est le programme, la Seconde Guerre mondiale. Donc, et c'était évident, enfin le lien était évident, et à partir de là, on comprend immédiatement, je trouve, que... Ouais. Bah moi, ce lien, je l'ai fait beaucoup plus tard. Enfin, parce que après, j'ai lu les Harry Potter en 6e, peut-être que la jeunesse... Oui, puis alors moi, je dois le dire, j'ai pas tout lu, et j'avais lu genre le 4 et le 5, oui, bon voilà, parce que les films étaient sortis, j'étais un peu flemmard. Je comprends. Et donc, il se trouve que j'ai lu le 4 et le 5 entre la 4e et la 3e. Et voilà, c'est ce où je trouve c'est le plus probant, enfin surtout le 5 avec les trucs résistance et tout ça. C'est clair. Donc voilà, et après, sinon plus récemment, il y a quelques années, c'était un peu Star Wars quoi, pour le coup. Justement, le truc de pop culture, définir ce que ce serait la pop culture par rapport à la culture populaire. Bon, il y aurait plein de façons de le faire, mais je me suis dit, bah en fait, moi du coup j'ai fait un tout petit peu de linguistique quand j'étais à la fac, et j'ai tendance à avoir cette posture où je préfère essayer de définir les choses d'après ce que je pense être l'usage. Plutôt que de faire la posture philosophique, ce serait vraiment d'essayer de se dire alors l'histoire des concepts, etc. Et moi j'essaie de me dire quand j'entends pop culture, à quoi je pense. Surtout que je serais la première personne que je peux enquêter du coup, donc autant commencer par moi. Et du coup pop culture, direct je vois je sais pas quoi, Chewbacca, Mickey, j'en sais rien, voilà, Mario. Et en gros la pop culture, voilà, ça va être cette espèce de grand truc, grand phénomène. Et avec Star Wars, surtout avec quand il y a les derniers, enfin les plus récents qui sont sortis et tout, c'est vrai que du coup je me faisais forcément cette réflexion, je me disais mais du coup c'est quoi le message politique de Star Wars? Et en fait c'est assez vide, assez plat en fait, évidemment c'est très manichéen. Moi j'ai même pas vu les derniers, donc... Oui, mais de toute façon que les derniers ou les premiers, dans tous les cas, ça résiste pas trop à la réflexion. Le bien, le mal. C'est ça, et puis... Ouais, c'est ça. Il y a très peu de figures neutres. Oui, et puis même si je veux pas forcément... Enfin, je sais pas si c'est parce qu'il faudrait qu'il y ait des figures neutres, mais c'est que c'est plus les concepts de liberté, de démocratie qui sont... Enfin, tu sens que c'est vraiment un peu des trucs creux, quoi. Enfin, c'est... Voilà, la liberté, enfin l'absence de démocratie, c'est quand il y a des méchants avec des gros uniformes et puis qui détruisent des planètes. Ah oui, c'est vrai. Et en plus, ils sont moches. Voilà, et puis ils sont habillés comme des nazis. Et, voilà, et donc, c'est forcément des méchants. Et en même temps, voilà, c'est normal, c'est parce que ça répond à un impératif aussi économique. À une demande aussi du public. Aussi, oui. Alors, est-ce que c'est eux qui créent la demande du public justement, c'est une question qu'on se pose aussi. Est-ce qu'on produit quelque chose parce qu'on se dit, ok, on attend justement... qu'il y ait du sang, du sexe et des stars. Enfin voilà, pour faire le best movie ever. Ou est-ce que finalement on fait ça parce que c'est nous qui avons envie de projeter nos propres fantasmes en fait derrière ce film quoi. Enfin, j'ai pas trop de réponse à cette question. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est un truc qui est hyper intéressant. Et c'est encore une fois un truc dont il parle Yann Battens. Mais il va falloir que je le lise. Non, mais je l'ai relu un peu pour me le remettre en tête. Et c'est vraiment hyper intéressant, surtout qu'il cite des chercheurs. Et justement, voilà, il pose aussi cette question-là du fait que finalement, à un moment donné, il y a cette appropriation. Et je trouve que c'est là tout l'enjeu, et c'est justement aussi ce que je me dis à propos de culture populaire versus pop culture. C'est genre pour moi, là actuellement la définition que j'aurai en tête, mais donc c'est vraiment la mienne et je pense pas que ce soit spécialement celle de quelqu'un, celle d'autres gens. Pour moi pop culture ce serait la culture de masse produite par en gros Hollywood et tous ces grands canaux. Donc avec tout ce que ça implique de parler de culture de masse, et encore une fois la masse c'est qui. Et la culture populaire, je verrais plus ça comme ce qui est soit produit par, soit réadapté, réapproprié par, et là encore une fois, qui finalement c'est vaste. En tout cas, toutes celles et ceux qui n'auraient pas une formation, qui ne seraient pas forcément adoubés par un système. Donc, mais je sais pas, ça pourrait être hyper vaste.
mais même, par exemple, je sais pas, si t'as pas eu de formation en broderie, mais que tu brodes à tes heures perdues, bah, t'es déjà en train de créer de la culture, en fait. C'est-à-dire, des objets culturels. Ouais. Et donc, ça y est, en fait, même si toi, t'as fait des études et que du coup... mais bon, après, pareil, est-ce que, vu que t'as fait des études d'histoire de l'art, est-ce que tu rentres dans quelle catégorie? Qu'est-ce que je suis, mince. Et en même temps, on cherche pas un naïf. Ça aussi, c'est une construction en plus. L'art naïf, c'est aussi ça aussi, c'est complètement, de l'élite. Oui. Donc finalement. Et puis les arts primitifs aussi, enfin voilà quoi. Est-ce qu'on en parle? Enfin, Non, bah, toutes ces classifications qu'on pose brut, comme ça. Art brut, non mais c'est vrai que c'est fou. Et art d'Afrique aussi, enfin bon, bref, tout ça, art d'Afrique, art d'Océanie. Ouais, non, c'était. Oui, non, c'est pire que compliqué. Compliqué. Et du coup, je crois qu'on a perdu. Ah oui, si, c'est ça. Oui, finalement, est-ce que dans quelle mesure le public est fabriqué? Oui. Parce que c'est ça, en fait, c'est tout le problème avec la pop culture, c'est qu'on va pouvoir identifier un peu clairement. Enfin, c'est pas le problème, mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de culture populaire, on a tout dit, on n'a rien dit, en fait. Parce que pour moi, culture populaire, je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, il faut être hyper précis. Genre, par exemple, là c'est pareil. Donc encore un truc qui est cité par Ian Batten, c'est Richard Hoggart, La culture du pauvre, 1957. Donc en gros, apparemment c'est le début vraiment de cette étude de la culture populaire. Et il essaie de repartir sur ce qu'il connaît au mieux. Et donc plutôt un milieu ouvrier urbain. Et apparemment il y a cet exemple, donc moi je l'ai pas lu, je le dis, j'assume, j'ai pas lu, mais apparemment il prend cet exemple où il compare quand dans les pubs ont commencé à arriver les jukebox et que du coup ils ont commencé à supplanter les chants collectifs en fait qu'il y avait normalement dans les pubs. Et bon voilà, fait intéressant. Et donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'avec la pop culture, je trouve, donc tout ça pour dire que dans la culture populaire, on peut pas juste en parler comme ça, il faut savoir de qui on parle, de quel groupe social, et identifier notre groupe social si on veut pouvoir en parler. Et pour ce qui est de la pop culture, en revanche, j'ai l'impression que c'est les canaux de transmission de cette pop culture, donc que ce soit Hollywood, ou que ce soit, j'en sais rien, Netflix, enfin n'importe quel... voilà, qui, quelque part, en créant leur public cible, fabriquent de toutes pièces je pense, leur public. Mais après, la question, c'est de savoir si ce public préexistait à cette culture-là, et que du coup, il s'est naturellement tourné vers ça. Adapté, ou est-ce qu'en fait, il a été créé ex nihilo, et en même temps, c'est pas parce que tout le monde connaît Star Wars qu'on a forcément vu tous les films, comme toi. Très clairement. Même Mario, même je sais pas quoi, Tetris, n'importe quoi en fait, il y a plein de choses qu'on connaît. Oui, et puis il y a plein de présupposés. Pour avoir joué à Mario, il faut avoir une console, pour avoir regardé de la télé-réalité, il faut avoir une télé, il faut avoir un accès à Internet, en tout cas maintenant. Mais moi je sais que la télé-réalité, j'en ai regardé très tard, j'étais déjà en prépa, et parce qu'on n'a jamais eu de télé chez moi, quoi, donc c'était quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai découvert très tardivement finalement. Donc c'est marrant, toi tu disais, je regardais un peu quand j'étais plus jeune, et moi finalement, c'est en vieillissant que je m'y suis mise, quoi. C'est, Est-ce que parfois tu utilises des clichés pour explorer en fait justement des concepts plus larges? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement et que tu trouves, justement tu parlais de médiation, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves efficace en fait pour un peu débunker j'allais dire des mythes, je ne sais pas, mais des idées ou des idéologies, ou des constructions. Des constructions, tout à fait. Oui, alors quand tu dis médiation, tu veux dire dans mon travail ou Oui, dans ton travail, aussi bien que sur YouTube, dans ce que tu fais, voilà. Alors, utiliser comme ça les lieux communs, c'est un truc qui effectivement me passionne de toute façon à titre personnel, et du coup j'ai mis pas mal dans ma chaîne YouTube. En revanche, du côté, c'est vrai que j'ai jamais vraiment pensé dans ces termes-là, du côté du travail où je suis payé, mon travail où je ne suis pas. Je réfléchis, non, là du coup, je pense pas que je pense dans ces termes-là. Mais en même temps, ça me plaît toujours évidemment de combattre les idées reçues, qu'elles soient justes parce que c'est des inexactitudes
simples, j'ai envie de dire, et puis, ou alors justement si c'est des choses plus problématiques, c'est vrai que j'aime bien en général parce que je trouve que c'est ça, c'est qu'en fait notre univers mental, notre imaginaire est truffé malheureusement d'idées reçues qui nous ont été très souvent inculquées assez jeunes. Et pas forcément parce que c'est pas que les profs étaient mal intentionnés ou quoi, il n'y a pas une théorie, il n'y a pas un complot, mais plus parce que parfois juste on a simplifié les choses et du coup voilà, c'est pas forcément mal intentionné, mais oui, ça c'est un truc qui me tient à cœur. C'est quasiment même l'acte de naissance de ma chaîne. Je voulais m'attaquer à toutes les idées reçues possibles sur la culture. Waouh. Eh bien, vaste programme. Je serais encore dans 150 ans, surtout à ce rythme-là. Mais non, ce que je voulais dire, c'est il y a un certain nombre d'idées reçues, en tout cas, qui... Il y avait des trucs qui te piquaient un peu, et t'étais là, ça m'agace. C'est ça, et notamment, c'est vraiment... justement, j'ai appelé la chaîne Surimpression, en référence à, faudrait imaginer prendre, prendre une feuille que tu as imprimée, et la remettre dans l'imprimante, et la remettre dans l'imprimante, et la remettre dans l'imprimante. Et pourquoi j'ai eu cette image-là, c'est que je trouve que très souvent, la culture a cet effet où en fait, on a des choses qui se sont passées avant nous, et on en a des restes, mais on va recréer par-dessus, et donc on va continuer comme ça. Et qu'à la fin, on a deux écueils, pour moi, on a deux problèmes, c'est que soit on ne regarde que ce qui a été fait avant pour dénigrer le présent, donc ça serait la posture réactionnaire, soit on regarde que ce qu'il y a au présent en se disant non mais de toute façon avant c'était pourri, ou avant c'était primitif, justement, ou je sais pas quoi, et donc ça n'a aucun sens non plus. Et pourquoi je dis ça ? Parce que justement il y a alors ça c'est une des idées reçues que je voulais combattre. Donc c'est pour ça que j'ai fait la série du genre pas nouveau, où j'essaie de reprendre des genres en littérature ou en cinéma et me dire qu'est-ce que c'est leur généalogie, d'où est-ce qu'ils viennent et comment ils se sont construits dans un certain sens. Et à côté de ça, j'ai la série Idéopop. Donc oui, certes, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'essaie d'analyser ce qu'il y a d'idéologique dans la culture pop, mais au-delà de ça, c'était l'idée reçue principale pour moi qui est arrêter de politiser tout. Non, tout n'est pas politique. Pour ça, c'était déjà la principale idée reçue que je voulais attaquer. Et après, alors j'utilise pas forcément des clichés, mais j'utilise des mots concepts qui me servent de porte en fait pour rentrer dans un sujet. Donc là, par exemple, j'avais fait sur l'invasion. Et j'ai essayé de prendre un peu l'invasion dans tous ses sens, parce que je trouvais ça intéressant, finalement, que les invasions d'extraterrestres, évidemment, elles parlent pas vraiment d'extraterrestres, on s'en doute, mais que ça dépasse un peu. Ça dépasse, c'est l'autre, l'altérité absolue, donc forcément... ça peut coincer. ça sent pas bon, quoi. Voilà, donc des clichés, bien sûr. Ok. Écoute, pour moi je pense qu'on a fait le tour et en tout cas merci beaucoup, c'était super intéressant. Chaque fois on apprend plein de choses, que ce soit en regardant des vidéos ou en discutant. Comme problématique.